par les évêques catholiques et le pasteur de l'ECC, nos héros vivants. Le seul autorité morale de la société congolaise, c'est le rôle de l'Église. Que personne ne vous trompe, que le rôle de l'Église, c'est d'accepter la politique ou la mauvaise politique définie par la mouvance au pouvoir. L'Église a le devoir de s'opposer par le rôle moral et sociétal qu'a l'Église. Oui au dialogue inclusif tel que voulu par l'Église catholique, la Senko et l'ECC, ce que nous appelons le pacte social pour le mieux vivre ensemble. Ce dialogue est différent. Nous devons avancer. Pas demain, mais maintenant. Pas ailleurs, ici, à Kisangani. D'ici la fin du mois, nous nous retrouverons à la gare fluviale pour un rassemblement citoyen dénommé Kisangani Veillé. Je vous invite à venir, nombreux alors, plus nombreux qu'aujourd'hui, avec votre voix, avec vos idées, avec votre courage. Ne venez pas comme spectateurs, venez comme bâtisseurs. Kisangani ne se rend pas, Kisangani répond. Kisangani ne supplie pas, Kisangani exige. Kisangani ne se tait pas, Kisangani dit vrai. Vive la République démocratique du Congo, vive la ville martyre de Kisangani, vive la province de la Tchopo, vive le MRC. J'ai dit, je vous remercie. Vos applaudissements encore pour le coordonnateur national. Un très beau speech. Nous avons retenu beaucoup de choses, mais le plus important pour moi, ce que j'ai pu retenir de la part du maître de l'école, M. Merley Vouvou, c'est que Kisangani doit être la capitale morale de la République démocratique du Congo. Ainsi, nous appelons à tous les révolutionnaires de rejoindre ce mouvement, du mouvement des révolutionnaires du Congo. Eh bien, sans trop perdre du temps, nous allons passer directement au jeu des questions et réponses. Le coordonnateur est venu pour échanger avec la jeunesse tchopolaise, la jeunesse boyomèse. Alors, il est là pour vous. Profitons de ces temps. Je pense que tout le monde le suit ici à la télé. Nous pensons déjà, nous connaître déjà sa philosophie. Essayons un peu d'être aussi conçus dans notre question. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. On va commencer par cette rangée. Nous allons prendre des questions ici, des questions là-bas. Le temps pour le coordonnateur de pouvoir répondre. C'est-à-dire deux questions dans cette rangée. Le coordonnateur saisit la question, il répond. Ensuite, deux là-bas et ensuite, En tout cas, ça dépendra du temps du coordonnateur, mais il est là. Nous n'allons pas nous limiter à 4 questions. Nous irons au-delà de ces 4 questions. Alors, si vous avez des questions, veuillez vous manifester directement. Par rapport au mouvement, par rapport au coordonnateur personnellement. Alors, nous allons commencer par le messieurs ici et ensuite le messieurs là derrière. Des questions. Vous pouvez approcher, s'il vous plaît. Voilà ma question par rapport au dialogue. Est-ce que ce dialogue ne sera pas un cadre pour laver ceux qui ont une main dans l'insécurité dans le pays ou dans les crimes commis durant plusieurs rébellions comme on a l'habitude de voir? La deuxième question qui va dans le sens de la révision de la Constitution qui est aujourd'hui chantée par les pouvoirs en place. Je vais directement par la question pour dire quels sont les mécanismes que le mouvement aujourd'hui qui nous a invités a pris pour barrer la route à cette logique qui est en train de naître. Et enfin, je voudrais aussi attaquer les mouvements pour demander
Quel est son statut? Elle est un mouvement citoyen, une association sans but lucratif ou un parti politique? Éclairez un peu la lanterne des invités. Je me limite là. Merci beaucoup. Merci pour la question. Prière d'être concis dans votre question. Nous allons passer directement à la deuxième question, avant que le coordonnateur puisse répondre. Soyez concis, s'il vous plaît. Vous vous présentez, vous posez la question. Je m'appelle Isaac Lohondo, licencié en droit public à la fac des droits de l'université de Kisangani. J'interviens également, comme a dit le confrère, comme tout simplement un jeune de la TIOP. Alors, déjà, j'aimerais vous remercier, monsieur, pour votre discours. En tout cas, vous avez abordé plusieurs points. Mais en tout cas, ce que moi, je voudrais, à ce moment-ci, soulever, c'est la question de l'accord. Vous avez dit que dans la question du dialogue national inclusif initié par les évêques de Saint-Co et le pasteur de l'église protestante. Vous avez dit que dans ce dialogue national inclusif est différent des autres dialogues initiés par ceux qui les ont déjà initiés. Alors, j'aimerais que vous nous disiez en quoi est-ce que c'est différent du dialogue précédent. Merci beaucoup. Merci pour la pertinence des questions. Je vais commencer par la dernière question, parce que la dernière question va dans le même sens que la question posée par le premier intervenant. Les dialogues voulus par les politiques, c'est la formule déjà connue. On crée une crise, on se rencontre autour d'une table, c'est le dialogue que tous nous refusons. Parce que quand vous regardez 65 ans après, de part de l'indépendance, ce sont presque les mêmes acteurs qui créent, lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils s'opposent en créant des crises, et ceux qui sont au pouvoir, arrivant au pouvoir sans aucune vision, ni programme, sans leadership, ils accèdent facilement à la demande de ceux qui créent des crises. Et au finish, ils se retrouvent autour d'une même table. À la fin, ils se partagent le pouvoir. 2, 3 ans, 4 ans plus tard, nous retombions tous dans la même case de départ et nous avons une même formule pour aller demander le même dialogue. Je prends les cas. Quand vous regardez les acteurs de la crise actuelle, 70%, ce sont les acteurs qui ont pris part pour parler de Sun City. Alors qu'à Sun City, on s'était dit une seule chose. On donne une chance à notre pays pour, une première fois, de se trouver quand même une tunnel, une voie de sortie. Et on s'était mis d'accord que personne, nationale, pour se régionaliser ou devenir une crise interne ou internationalisée, cette crise ne peut plus trouver solution qu'au niveau national. Il faut prendre en compte tous les acteurs. C'est ça le travail que les évêques ont fait. Et vous allez constater, c'est pour la première fois, qu'il y a même des membres de l'opposition qui s'opposent à cette démarche des évêques. Pourquoi? Parce que l'articulation de ces projets a 3 étapes. La première étape, c'est que pour les évêques, dans toute résolution de crise au Congo, on n'a jamais associé l'élite congolaise. L'intellectuel congolais n'a jamais pris part, seulement les politiques. Or, un politique n'est pas expert dans tel domaine ou ils ne sont pas experts dans tous les domaines. Or, le Congo fait face à une crise multidimensionnelle. Moi, je peux faire la philosophie à l'université. Mais comment je peux résoudre une crise alimentaire si on ne fait pas appel aux experts de ces domaines-là? Pour les évêques, il faut doter au Congo, à notre nation, un cadre, une vraie boussole qui va venir des experts, de l'élite. On va dans des universités, on va dans chaque secteur, on recrute des experts congolais à l'étranger comme à l'intérieur. Toucher le vrai cause,
et doter le pays d'un vrai cahier des charges qui va mettre tout le monde d'accord et qui va guider la philosophie des dirigeants politiques. Moi, j'étais une fois à l'étranger, à Istanbul. J'étais en train de discuter avec le ministre des Affaires de l'Intérieur provincial. Je lui ai posé la question, comment est-ce que vous avez fait dans cette région, le Moyen-Orient, une région où il y a plus d'hostilité, mais vous vivez en paix? Sa réponse était simple. Il me montre un document de plus de 1000 pages. Il dit, la sécurité, notre sécurité a été pensée il y a 100 ans. Donc, ceux qui arrivent au pouvoir n'amènent que leur touche, mais la ligne tracée est là. C'est ce que les évêques veulent. C'est ce que l'Église catholique et les CC cherchent pour le pays. Rassembler les experts, définir notre politique publique avec les experts pour 60 ans, 100 ans. Et ceux qui vont arriver au pouvoir, on n'a pas besoin d'une grande vision parce que la ligne est tracée. Ce n'est qu'après cela, nous allons passer à un dialogue politique. Et les politiques ne vont pas dialoguer en sortant du cadre défini par l'élite. C'est là que les politiques s'opposent maintenant à cette démarche de l'Église. Pour les politiques, ils sont les seuls à décider et à se partager le pouvoir. Donc, en réalité, le pasteur de l'ECC et les évêques catholiques ont court-circuité les idées maléfiques et machiavéliques de certains acteurs politiques qui pensent qu'ils sont les seuls à décider de l'avenir des 100 millions de Congolais. Il y a des Congolais intelligents, il y a des experts silencieux ici qui peuvent faire mieux que ceux qui dirigent, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui parlent partout dans les médias. Mais ils n'ont pas eu cette occasion. Alors l'Église décide de donner l'occasion à tout Congolais de donner son idée pour l'avenir de la nation. Et les politiques ne veulent pas. Les politiques ne veulent pas de ça. Donc, pour nous, moi je pense qu'étant que jeunes, on doit nous donner une occasion de réfléchir sur notre pays. D'imposer nos idées sur les personnes qui pensent nous diriger. Alors, les idées des experts vont s'imposer sur les dialogues politiques. Donc, les politiques, dans la deuxième dimension, quand ils vont se réunir après le dialogue des experts, ils n'ont pas à réfléchir 1000 fois. Ils n'ont qu'à se conformer à ce qui va être décidé par les experts et l'élite congolaise. Et enfin, il y a le dialogue qui va aller dans le sens du géopolitique et géostratégique dans la sous-région. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de parler entre nous dans la sous-région des Grands Lacs et trouver une solution, mettre fin, pour que nos voisins ne soient plus utilisés pour nous déstabiliser? Il y a moyen. Alors, ceux qui pensent qu'à tout moment, ils trouvent refuge chez le même pays qui nous déstabilise, selon leur tendance qu'ils soient ou n'est pas au pouvoir, ils n'ont pas besoin de ces dialogues dans la sous-région. Ils n'ont pas besoin de ça. Parce que pour eux, on doit laisser le Rwanda et que Kagame puisse utiliser d'autres Congolais contre le Congo. Museveni va faire la même chose, et les évêques ont dit non, non, non. Vous avez vu les évêques aller à la rencontre de Kagame, de Museveni, de Ndayishimiye, de Macron, de tout le monde. Et ça, c'est une solution. La plus grande question que nous devons tous nous poser, pourquoi à chaque fois qu'il y a dialogue, les politiques ne s'opposent pas? Et au finish, ils ne se partagent que le poste pour aucune solution. Pourquoi cette fois-ci, avec la même église, on a connu un accord de Saint-Sylvestre, non? Pourquoi les politiques n'avaient pas refusé cette démarche? Pourquoi cette fois-ci, on veut évoluer, ils s'opposent? Je demande à tout le monde, à tout Congolais épris de bonne foi, à tout Congolais qui pense que c'est par les dialogues que nous allons trouver la solution, mais pas n'importe quel dialogue, nous devons soutenir fermement
avec détermination les 3 étapes définies dans la démarche des évêques catholiques et les CC. L'Église catholique a toujours été là dans les moments les plus difficiles de notre histoire, de l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, les gens insultent l'Église catholique pour citer là, mais posez-leur la question. S'il faut payer les gens chez moi à Yakoyo, ils vont faire comment? Il y a quelle banque? C'est la même église qu'ils sont en train d'insulter. C'est la même église qui les aide à payer ces fonctionnaires dans le village, où il n'y a ni route, ni l'eau, ni l'électricité. Imaginez-vous l'hécatombe par absurdité. Si l'église décidait, comme vous m'avez insulté, moi je me retire. Si l'église catholique qu'on insulte aujourd'hui dit je ne peux pas continuer à être là et voir ma réputation être essuyée, moi je me retire. Je vous dis sincèrement, il y aura l'hécatombe. Je ne dis pas que le ciel va tomber sur nous, mais il y aura hécatombe. Donc nous devons être sérieux quand nous parlons de notre pays. Quand nous parlons pays, nous devons avoir la capacité de se transcender, d'oublier nos appartenances politiques, nos appartenances culturelles, religieuses et tribales. Nous devons voir les choses dans la même direction. Ce que l'Église catholique prône, c'est ce qui va nous sortir de ces trous. Pourquoi les politiques ne veulent pas que l'élite que nous sommes, les universitaires que nous sommes, les experts qu'il y a ici, puissent réfléchir avant eux? Pourquoi ils refusent cela? Pourquoi les politiques veulent reléguer l'intellectuel congolais au second plan? Nous les avons laissés dialoguer plus de 25 fois. Il y a eu quelle solution? Ils ont dialogué ici. Récemment, il y a eu dialogue de Saint-Sylvestre. Ici, le conseiller spécial du président a consulté. Pour quelle fin? Pour quelle solution? Étant qu'intellectuels, étant que jeunes, étant qu'élite, nous devons appuyer la démarche des évêques. Nous devons réfléchir avant les politiques. Et notre conclusion doit s'imposer parce que nous sommes non seulement élites, c'est nous souverains parce que la souveraineté revient au peuple. La deuxième question, c'est de savoir quels sont les mécanismes que le mouvement des révolutionnaires congolais met en place, est en train de mettre en place pour empêcher le projet de la révision ou changement constitutionnel. Je comprends que mon frère a fait le droit. Mais la révision constitutionnelle, nous, le mouvement des révolutionnaires congolais, et je demande à tous les Congolais de ne pas s'opposer à la révision. Parce que la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. L'article 218, elle dit clairement que l'initiative, il définit d'ailleurs ceux qui sont maîtres de l'initiative pour proposer cette révision. Mais il y a un problème qui s'oppose maintenant. C'est l'article 219. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le droit de s'opposer à la révision parce que ça serait violer la même constitution. Mais la constitution elle-même pose des conditionnalités de sa révision. L'article 219 dit ceci. Aucune révision n'est tolérée pendant les temps de guerre. Mais nous sommes en guerre, non? Pendant les temps de siège, le pays est sous l'état de siège. Pendant l'état d'urgence, ou lorsque il y a l'intérim au sommet de l'État, à la présidence, ou lorsque les deux chambres du Parlement se retrouvent en difficulté de se réunir librement. Je prends les deux premiers éléments, la guerre et l'état de siège. N'est-ce pas, nous sommes dans ces deux états. Donc, vous voyez que moi et le mouvement des révolutionnaires, on n'empêche personne de réviser la Constitution. C'est la même Constitution qui autorise sa révision. C'est la même Constitution qui impose des conditions à ne pas être révisée. Alors, si
Ceux qui pensent réviser la conscience ces moments-ci. C'est-à-dire, cela vient de ceux qui nous dirigent, donc de la majorité au pouvoir, de l'union sacrée. C'est-à-dire, le peuple, nous sommes dans l'obligation de leur poser la question. Où sont partis les 13 milliards dépensés au nom d'une guerre pendant que vous voulez réviser la Constitution en nous disant qu'il n'y a pas de guerre? Donc, nous sommes dans le droit de dire que on est dans une guerre, dans une forme. C'est constitutionnel. Mais vous ne voyez pas que la même constitution, juste après l'article que vous êtes en train de s'appuyer, il y a une disposition qui vous dit que pendant qu'il y a guerre, vous ne pouvez pas faire ça. Le voisin, notre voisin ici dans la Grande Orientale, l'Itouri, est sous état de siège, non? L'Itouri ici voisin. Le Nord Kivu voisin ici est sous l'état de siège. Mais pendant ce temps, la Constitution ne définit pas le mécanisme de son changement. La Constitution ne dit nulle part. Ceux qui ont fait le droit, surtout le droit constitutionnel, ils ont appris dans quelles circonstances on peut changer une Constitution. Alors ces circonstances-là, nous ne sommes pas encore là. Il n'y a pas coup d'État. Parce que je prends un cas. Lorsque Mouzé était arrivé au pouvoir, il avait trouvé les Zaïre avec une constitution. La constitution de 1988. Lorsque l'arrivée de Mouzé signifiait sous le droit constitutionnel, il y a eu renversement de l'ordre constitutionnel. À d'autres termes, il y a eu tabula rasa constitutionnel. C'est normal qu'on change la constitution. Mais est-ce qu'ici, il y a un coup d'État? Est-ce qu'il y a un mouvement rebelle qui a pris le pouvoir? Est-ce que le peuple s'est soulevé et chassé un pouvoir? Alors, quels sont les éléments réfléchis, capables de convaincre tout le monde pour asseoir cet argumentaire du changement de la Constitution? J'ai suivi un ministre, pour ne pas parler, j'aime pas trop parler des individus. Il dit, on va changer la Constitution. Il est aussi maître avocat. On va changer la Constitution pour que le président puisse avoir un troisième mandat. Moi, ici devant vous, j'ai remis son diplôme de droit en cause. Par défaut de lui retirer ses diplômes. Lorsqu'on change la Constitution, qu'on ne vous mente pas, lorsqu'on change la Constitution, on ne parle pas d'un troisième mandat. On parle d'une remise à zéro. Donc le président actuel va se représenter comme quelqu'un qui n'a jamais géré. Et on n'aura aucun droit de lui poser la question sur sa gestion. Ce n'est pas un troisième mandat. Un troisième mandat, c'est lorsque quelqu'un enchaîne 1, 2, 3. Mais là, ça s'appelle tabula rasa constitutionnel. On revient à zéro. Mais le mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme, c'est que la Constitution est l'œuvre du peuple. Le constituant original n'est que le rédacteur. Après la rédaction, si le peuple ne l'accepte pas, ne l'approuve pas par voie référendaire, cette constitution ne va pas être appliquée. C'est au peuple de décider. C'est au peuple de dire non. Moi, je crois fermement qu'ici, il n'y a aucune raison de changer cette constitution. Posez la question à ceux qui battent campagne pour les changements de la Constitution. Quel est le plus grand projet? Et dans quel secteur qu'ils ont rédigé un projet? À l'horizon 2030, nous allons récolter de bons fruits et qu'il y a une disposition de la Constitution qui empêche l'application de ces projets. Si ces projets-là existent, si cette disposition-là existe, nous allons décider, non? Pour notre avenir, on change. Mais dans leur argumentaire, il n'y a aucun projet. Déjà, lorsqu'ils disent tout droit in à trois, ça veut dire qu'il n'y a rien
pour la société, on veut maintenir simplement un individu. Depuis qu'ils ont commencé cette campagne, personne ne nous dit le bien fondé. Mais on nous dit simplement tout droit à droit. Le problème, c'est l'individu, que l'individu reste là, ou le problème, c'est l'évolution de la société. Toute action politique qui ne fait pas évoluer une société n'est qu'illusion statutaire, une illusion statistique. Parce que lorsque on vous dit que nous avons évolué, ça, ce ne sont que des statistiques. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous vivons? Moi, je n'ai pas de mécanisme à mettre en place, mais j'interpelle la conscience collective. C'est à nous de décider de notre sort. C'est à nous. On nous a légué un État. C'est à nous de se poser la question qu'allons-nous léguer aux générations qui vont venir après nous? Est-ce que nous allons leur léguer un pays déchiré? Un pays morcelé? Parce qu'en réalité, on change la constitution, il y a balkanisation. Ce n'est pas un débat, c'est tacite, c'est automatique. Comment ils vont faire pour aller faire accepter la nouvelle constitution qu'ils vont mettre en place aux gens de Goma, aux Congolais de Bunagana? S'ils changent la constitution ici, Nanga va nous dire, d'ici 6 mois, nous allons garder la constitution de 2006. Tu sais qu'il va faire comment? Ceux qui battent campagne ici, ils vont faire comment? Ils vont nous dire non, comme dans leur habitude, c'est un complot contre la République, on veut balkaniser. Ils vont oublier que c'est leur propre projet qui va faciliter, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce pays est à 80% katangaise avec Tchombe. Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais c'était une génération courageuse, déterminée à ne pas vivre certains nombres d'événements. Mais le Belge n'a pas l'intention à l'époque de laisser le Congo. Les Belges refusaient sciemment de former l'homme congolais. Mais la mauvaise génération qui nous a conduit à cette situation, c'est la génération 65. La génération de Mobutu, la génération de Etienne Tshisekedi et autres. Cette génération a hérité un État, pas un État voyou. Le Congo n'était pas né un État voyou. La preuve, Lumumba avait la majorité. Donc il y avait déjà le système de multipartisme. Lumumba avait la majorité, Kasavubu n'en avait pas. Pour que Kasavubu soit président, il lui a fallu négocier la majorité de Lumumba. Donc le Congo n'était pas né un État dictatorial. C'est la génération de 65 qui nous a amenés dans cette histoire de pensée unique de parti-État. À la tête, Mobutu et son ami Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi moi j'ai toujours remis en cause la qualité des démocrates d'Etienne Tshisekedi. Ils ont pendu des Congolais ici, là où est érigé le stade de martyrs. Le martyr de Pentecôte, des 4 congés. Je cite Kimba, les derniers premiers ministres de Kasavubu, Alexandre Bamba, Mahamba et Anani. Simplement pour avoir dit, vous ne pouvez pas nous amener dans un système de pensée unique parce qu'à la date de l'indépendance, nous n'étions pas un État comme ça. On va aller fomenter un coup d'État imaginaire. Ils vont être pendus un certain 1er juin 1966, même pas une année après la prise de pouvoir de Mobutu. Et Etienne Tshisekedi, c'est lui qui va prendre des responsabilités publiques. La vidéo existe et tout le monde peut les chercher. Il a dit, ces gens ont été pendus pour des raisons pédagogiques. Moi, pédagogue de son état, quand mon professeur, paix à son âme, Papa Piutu Nembodi, définissait le mot pédagogie, je n'ai jamais vu le mot pendaison dedans. C'est ça le départ. Déjà, ils ont pris le pouvoir, ils ont cherché à intimider tout le monde pour asseoir leur politique dictatoriale. Et nous sommes partis comme ça. Et quand la dictature prend place,
il y a le déboulonnement de l'État. L'État a été déboulonné, on a placé un système en écartant le système, la fonctionnalité de l'État. Je vais vous surprendre, pendant qu'ils étaient en train de rédiger la charte de l'impair, on est à l'ère de numérique, chacun peut télécharger ces chartes. On va introduire l'incise que tout enfant né est d'office, dès sa naissance, membre de l'impair. Voyez-vous déjà ce que ça signifie? C'est le départ de ce que nous vivons aujourd'hui. Et cette génération de 65, c'est cette génération qui a formé la génération actuelle. Les Tshisekedi, les Bemba, même ceux qui ont géré avec le Mobutu, les Mende, les Bochap, sont formés par cette école de 1965. Et quand vous regardez l'agissement de l'actuel régime, ceux qui ont vécu le régime Mobutu, ils vont vous dire que c'est identique. Il faut sortir du cadre normatif, créer des circuits parallèles pour enfin mater ses adversaires politiques. Tu sais qu'elle l'a fait devant nous tous. On a l'ANR, on a la DEMIAP, on a la CNS, Conseil national de sécurité, on a la police. Mais lui, il se réveille un bon matin, il crée un service appelé, entre guillemets, abusivement cyberdéfense, qui est incapable de tracer même les kidnappeurs, rattaché à lui. Et ces services commençaient à enlever pour éteindre toute voix dissidente. Chadari, Minaku, Nathaniel Lokomba, Kamizelo le maîtrisable. Et ça, c'est à Kinshasa. Mais quand vous allez à l'intérieur, même ici, on me prend que c'est encore pire. Donc, c'est ça le comportement d'un régime tyrannique. Sortir du cadre normatif, créer un circuit parallèle, et c'est ce circuit qui va agir. Vous allez comprendre, si je pose la question, la dernière fois que le parquet a interpellé un opposant. La dernière fois qu'un opposant a été pris par l'ANR dans un cadre normatif, parce que le service des renseignements civils au Congo, c'est l'ANR. Mais, il y a un service d'où on donne beaucoup d'argent parce que c'est rattaché au président lui-même, qui se comporte à une police politique pour enlever. Alors qu'à l'époque de Mobutu, il y avait un service appelé Ibu. Mobutu avait des Ibu qui enlevaient exactement à 2h, à 3h les opposants politiques. Donc, nous sommes dans la même lignée, nous sommes dans la logique de ceux qui ont déboulonné l'État depuis 1965. Est-ce que pouvez-vous comprendre que le président dit Batubagangi, Bazo Kangabi Sopona Suki, président Lobi, ceux qui policiers Kangi Bino, Bino Pibo Kanga. À ce moment-là, on était dans un état normal où les gens marchaient vraiment tête en haut, pied en bas. Tu sais qu'il dit c'est un prisonnier. Pourquoi je l'ai dit? L'État a ses éléments de construction. On parle de la souveraineté, on parle du peuple, on parle du territoire, on parle des institutions. Mais ces éléments ont des piliers dans sa fonctionnalité. Ça, c'est la construction. Mais dans sa fonctionnalité, il y a les éléments. Et parmi ces éléments de fonctionnalité, il y a l'économie, il y a la justice, il y a l'armée, il y a les services de sécurité. L'armée, c'est pour veiller sur la non-violabilité des territoires dans la superficie de nos frontières. La justice, c'est pour asseoir l'autorité de l'État. L'économie, c'est pour trouver des moyens afin d'appuyer tous les autres piliers. Le service des renseignements, c'est pour veiller à la sûreté. Et la police, c'est l'État en personne. Si vous voulez voir l'État, il faut voir la police. Donc, en fait, Félix Tshisekedi, le chef de l'État, a demandé au peuple d'arrêter l'État. Maintenant, en quoi lui, il est chef de l'État? Parce que le peuple va maintenant arrêter l'État. Vous voyez dans quel État nous vivons? Les chefs de l'État
me demande à moi d'arrêter l'État. Parce que la mission de l'État, c'est de maintenir l'ordre. C'est pourquoi l'État a le monopole de la violence. Et c'est ça la mission de la police. La mission de la police, c'est de maintenir l'ordre, la discipline, la salubrité et la tranquillité publique. Mais le président nous dit qu'il faut les arrêter. Au lieu de dire qu'est-ce qui pousse les policiers à faire ça, quelles sont les réformes à apporter, quels sont les éléments qui manquent, non. Comme lui, il ne s'est jamais rendu compte qu'il est président de la République, il a confondu le lié et la 10e rue, il dit qu'il faut arrêter les policiers. Conformément à ce qu'avait dit son secrétaire général Kabouya, demanda au Fort du Progrès de devenir une branche de renseignement. Ça, c'est l'État barbare. C'est l'État voyou. Dans un État normal, même un ministre ne peut pas s'hasarder à toucher un policier. C'est l'État en physique. C'est l'État. Aller dans d'autres pays, un policier se met debout là, tout le monde revient en ordre, non gradé. C'est l'État qui s'est mis debout. Tout le monde doit rentrer à l'ordre. Ça dit, non, ici, il n'y a plus de blagues. Comment cet homme peut se mettre là debout? Mais on nous dit d'arrêter cet homme-là. Parce que c'est la continuité. Alors, est-ce que nous, notre génération, doit croiser les bras, continuer de subir cet état des choses, accepter l'inacceptable? Non. Nous devons pas être dans l'anarchie, mais avec responsabilité, savoir dire non quand il faut dire non. Et dire oui quand il faut dire oui. Moi, je crois, je demande aux Congolais. Personne n'a le droit de toucher à un policier. Personne. Ne suivez pas Félix Tshisekedi. Personne, alors personne. Respectons ces hommes en uniforme. Donnons-leur le moyen de leur politique. Ils ne sont pas si faibles que nous le croyons. Ils ne sont pas si faibles qu'on nous les présente. Posons la question à Félix. Vous nous demandez d'arrêter le policier. Ok, nous allons le faire. Combien avez-vous mis à leur disposition comme matériel? À combien revient le frais de fonctionnement de la police? Ils ont quel matériel? Afin de nous demander de les arrêter, à quelle hauteur ils sont équipés? Aux policiers d'être courageux, de rester braves. Un jour, ça prendra fin. Hier, c'était les militaires qui étaient des clochards. Aujourd'hui, on nous demande d'arrêter les policiers. Aux militaires et policiers, dans la misère, dans la douleur, ces gens acceptent de se sacrifier pour nous. Ça tient, que ça tienne ou pas, nous leur devons respect. Nous leur devons honneur. Je leur dis, ce pouvoir finira. Le peuple se mettra dans les avenirs et vous serez acclamés comme des héros. Merci. Eh bien, nous allons continuer notre jeu de questions, mais nous tenons à préciser une chose. Nous sommes bien évidemment là pour une conférence, mais une conférence qui est bien chronométrée. Alors, certains vont souffrir de ne pas être choisis ou de ne pas avoir l'occasion de poser leurs questions, même au couloir, où nous allons faire passer aussi une liste, même dans les groupes, les questions peuvent parvenir au coordonnateur. Nous allons maintenant nous pencher dans une discrimination assez positive. Nous avons vu une dame là au fond. Nous allons inviter cette dame de venir poser sa question. Après cette dame, nous allons reprendre deux personnes encore dans cette rangée. Ensuite, nous allons laisser cette rangée où nous allons finir avec les deux dames. C'est une dame. Vous vous présentez, vous posez la question. À tous, bonjour. Je me nomme Rite Moura. Je suis licenciée en sciences de l'information.
de la communication, journalisme et politique extérieure. J'ai 3 petites questions. Je ne sais pas, je suis venue un peu en retard. Je vois, c'est un mouvement de révolutionnaires congolais. Ma première question à vous, coordonnateurs, comment faire pour s'adhérer dans votre mouvement? Et la deuxième question, qu'est-ce que vous prônez à vos adhérents, ou soit à des personnes qui font partie de votre mouvement en cas de risque? Qu'est-ce que le mouvement prône pour leur sécurisation? Et la dernière question est de savoir, je vois ici la lutte continue pour un Congo nouveau. Cette lutte, elle sera comment? Nous allons faire des marches, nous allons faire des tours, ça va se passer comment? Je vous remercie. Nous avons une autre dame qui avait besoin de poser la question. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Merci pour la parole accordée. Moi, c'est Déborah Ramanta, étudiante à l'IBTP Kisangani. J'avais 2 questions à poser, mais la première question, il y a la dame qui a déjà posé à propos de l'adhération au mouvement. Ça, on va nous répondre, nous tous. Et ma deuxième question était celle-ci. Alors, sommes-nous plus victimes du système ou responsables de notre situation actuelle? C'est ça la question que je voulais poser, et il avait un peu essayé de balayer déjà, parce que je voulais d'abord me demander, avec l'exemple qu'il a donné, avec ce que le président a dit dernièrement à son discours, pour les gens, ceux qui est, policier bakangaye. Alors avec cela, je voulais me demander, Torokangaye, Torokende wapi. Alors ceux qui tokende PSK Kokende nae, c'est ce que je me demandais. Et avec ça, je me demandais, est-ce que donc la situation que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas réellement nous, donc ce n'est pas nous. Donc, je voulais demander, ce n'est pas nous qui sommes vraiment les responsables. Les responsables de ce que nous vivons, et bandi li kolonde et zo qui tanassé. C'est ce que je voulais demander. Merci. À Madame Ritz, les coordonnateurs provinciaux est là, si peut se mettre debout. Donc, il y a un comité qui est là. Risque de sécurité. Comment on va vous sécuriser? Nous sommes déjà dans un état insécurisé. Donc, je ne sais pas, déjà tous, du président au dernier, nous sommes insécurisés. Vous avez la sécurité, ce n'est pas simplement avoir de policiers. Lui-même a dit à Kinshasa que Kinshasa est Obima solo. Donc le président Youri Solo lui-même est contaminé. Donc le pays est insécurisé. Et dans une élite, vous n'avez pas besoin d'être sécurisé. On se sécurise mutuellement. Si je me suis sécurisé, moi je ne veux plus l'été. Alors que tu as aussi besoin de moi, si j'ai besoin de vous. On se sécurise, on se fraternise et on mène un combat ensemble. Modèle de la lutte, c'est les RFI. Je l'ai dit de savoir dire non. Vous savez, quand vous avez l'occasion de suivre les activités au niveau des Nations Unies à New York, surtout les assemblées générales, il y a des gens qui quittent de partout au monde. Quelqu'un qui peut quitter le Palestine seul, il vient devant l'immeuble vert. Seul. Ache Panone Karaboy a commis paix à Palestine. Et la France 24 est diffuse.
Dans la lutte, vous n'avez pas besoin d'être seulement dans la rue. C'est pourquoi dans mon élection, j'ai dit, transformez même vos téléphones en un outil de conscientisation. Donc, on n'a pas besoin d'être présent. Mais quand les gens, tu as 10 personnes qui t'écoutent, qui t'acceptent, vous avez le temps de l'évangile. En fait, les combats, c'est comme de l'évangélisation. Expliquer aux gens que ce que nous vivons, c'est inacceptable. Je vous donne un cas. J'ai sillonné Kisangani, je n'ai pas trouvé de l'éclairage public. Mais nombreux vont être surpris. Dans chaque facture SNEL, nous payons 3% pour cet éclairage public. Donc, on peut conclure qu'on nous escroque. On est en train d'être escroqué. On t'amène un facture de 300 000, 3% sur 9 000 francs. Alors, s'il y a 1 million de Boyomais qui se sont acquittés d'une facture de 300 000 francs, quand vous prenez 9 000 fois 3 000 fois 1 million, vous avez de l'éclairage public. Ça s'appelle taxe indirecte. Que le peuple ne sent pas les coûts, mais il paye. C'est comme la TVA. On te dit un sac de riz, c'est 50 000. Mais toi, tu ne sais pas que dans les 50 000, il y a 16% que tu as payé. Ce sont des taxes indirectes que le peuple ne sent pas les coûts. Ça mérite questionnement. C'est ça la lutte. Je suis arrivé ici, je suis incapable de communiquer pendant 10 minutes au téléphone. Un problème de connexion. Ceux qui ont fait la communication ou le réseau nous diront, et ils auront raison, que la ville est traversée par le fleuve, ce qui est normal. Mais quand ils amenaient leur société ici, quelles étaient les études du milieu? Ils ne savaient pas que la ville était traversée par un fleuve. Comment est-ce qu'ils savaient que la ville était traversée par le fleuve, mais ils ont amené le matériel qu'ils pouvaient utiliser à Kouilou ou à Bandundouville? Ce n'est pas à nous de payer, c'est à eux de réparer. Et ils sont dans l'obligation de réparer. C'est ça la lutte. Il y a des kidnappings ici, il y a des enlèvements ici. On a été escroqué en 2020. La taxe RAM. La thèse était trop facile. Je me rappelle, moi j'étais en prison à l'époque. Mais dès que j'étais sorti de la prison le 1er octobre 2020, j'avais tout de suite organisé des marches et des sittings à Kinshasa pour dire non. Je m'étais même permis, les jours qu'Iba Samalib, à l'époque, ministre de Pétentique, était interpellé à l'Assemblée nationale, j'étais même permis de s'introduire et de perturber la plénière. Parce qu'il n'y avait pas de fondement. Parce que lorsque nous achetons une carte SIM, l'État a des pourcentages dedans. Moi, j'étais en face du ministre. Je vais vous relater l'histoire. Je lui ai posé des questions. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il a quitté ce ministère, aucune réponse. Quelle est la masse volumique des appels venant de l'étranger vers le Congo? Le ministre ne savait pas répondre. Le Congo a combien de BTS, dans des antennes de réseau? Il ne connaît pas. Je lui dis, combien vous taxez aux opérateurs de télécommunications forfaitairement? Donc, il laisse l'argent dans des entreprises, il vient prendre chez nous. Pendant qu'il prend chez nous, sous prétexte que, au moment où un Congolais va voir son téléphone être volé, ils ont acheté des appareils pour tracer le téléphone. Que le voleur puisse jeter la carte SIM ou pas, le téléphone va être tracé. La question que tout Congolais doit poser à ces gouvernements. Les kidnappeurs n'utilisent pas leur propre téléphone. Ils utilisent les téléphones de leurs victimes. Combien sont tracés par ces mécanismes?
Alors, ils nous ont pris plus de 900 millions de dollars. Vous allez à l'aéroport ici, de Bangokai. On vous dit, pour aller à Kinshasa par les billets, il faut 15 dollars de GoPass. Dans aucun pays du monde. Dans aucun pays. Même pas à Brazzaville, même pas au Rwanda, dans aucun. Je les mets à défi dans aucun pays. Mais si vous leur posez la question, où va l'argent de GoPass? Tantôt, les autres vont dire, la première ministre vous dira, ça sert à payer des dettes. L'IGF vous dira, cet argent sert à construire des routes. Mais on n'a pas ces routes-là. Comment vous payez des dettes là où vous continuez à vous endetter? On n'a jamais attendu la diminution de la dette, mais on attend toujours l'augmentation. Combien avez-vous déjà payé? Personne. Donc vous voyez, il y a tant de choses que nous sommes victimes. Pour répondre directement à la question de Mme Deborah. Mais au même moment, nous sommes plus victimes parce que nous acceptons. Notre silence devient complice. Comment, avec tant de choses, nous acceptons de continuer de vivre comme ça? Kisangani, c'est une ville réputée pour les gens qui prennent la bière. Hein? Est-ce que savez-vous qu'à chaque bouteille, vous vous acquittez à une taxe? Qui le sait? Ça s'appelle taxe sur la consommation. À chaque bouteille, il y a 500 francs qui vont au gouvernement. Ce sont des taxes provinciales. Imaginez-vous combien de bouteilles sont consommées par jour ici à Kisangani, pour ne pas parler de la Chopo, pour ne pas parler de Basoko, de l'autre, des territoires, rien que dans la ville ici. Ça va paraître facile, faible, 500 francs. Mais multiplié par nombre de bouteilles. Mais comment on est incapable de construire des routes? Comment on est incapable de mettre l'éclairage public? Comment on est incapable de relancer Soteski? Comment on est incapable de relancer la sucrière? Comment on est incapable de relancer la cimenterie? Comment? Je mène des études, la Soteski ici n'a besoin que de 7 millions. Vous voulez me dire, rien qu'avec la taxe sur la consommation, on ne va pas relancer cette entreprise et donner plus de 3000 emplois aux jeunes de Kisangani? C'est ça être complice. Quand vous restez silencieux, c'est ce que vous êtes complice. Vous acceptez la situation. C'est ce que j'avais dit. Les Congolais se sont conformés à des bêtises. Le conformisme, c'est ça le défaut des Congolais. Ah, alors, quand vous avez déjà développé cet état de choses, vous pensez que qui va vous apporter les changements par vous-même? Trouvez-vous sérieux? Un licencié? J'étais en face d'un motocycliste, licencié en sciences politiques avec 81%, il fait la moto. Mais vous avez des dirigeants, peut-être, qui n'ont pas ces diplômes-là. Et vous croisez les bras, vous dites que c'est normal, qui va changer à votre place? Qui va le faire? Je vais vous dire, il n'y a aucun peuple que Dieu a créé quelque part pour mourir, afin de mourir pour nous. C'est pourquoi le gouvernement avec le président Tshisekedi, quels sont les armées qui n'ont pas invité pour empêcher la chute de Goma? Pourquoi ces gens-là n'ont pas combattu?
Parce que ce n'est pas chez eux. Ils n'ont pas été créés afin de mourir pour vous. C'est à nous de mourir pour nous-mêmes, de combattre pour nous-mêmes, de descendre pour nous-mêmes et de défendre notre pays. Personne ne le fera à notre place. Eh bien, nous sommes en train de chuter déjà. Nous allons, pour chuter, pour clôturer cette conférence et débat, nous allons prendre des dernières questions qui vont prévenir les étrangers ici. Nous allons prendre le monsieur là derrière. Le monsieur là derrière, veuillez approcher. Oui, nous tenons à signaler à l'Assemblée qu'il y a une liste de présence qui est en train de circuler. Vous qui avez ce souci d'adhérer au mouvement ou d'être informé sur l'adhésion, veuillez inscrire votre nom sur cette liste. Merci. Merci beaucoup. C'est Didier, journaliste indépendant. Je vous encourage et je vous félicite. Je ne vous ai jamais connu. La dernière fois que je vous ai connu, c'est quand vous aviez recadré Kofi Olomide et JB Piana par rapport au troisième mandat. J'aimerais savoir votre parcours professionnel. Avez-vous déjà travaillé quelque part? Vous êtes de Bassoko. Comment vous avez quitté Bassoko, Kinshasa? Votre parcours, ça s'est passé comment? Merci, comme je l'ai dit. Je suis Marley Vouvou, fils de Jacques Botio Akaria et de Madame Sylvie Adelina Kitega. Je suis né un 4 octobre 1989, ici à Kisangani. J'ai quitté Kisangani parce que papa a été mité. Et notre parcelle familiale, c'est dans le quartier Pumuzika. C'est 6e Chopo numéro 32. Donc, dans la vie, j'ai travaillé. C'est le média, je n'ai pas à faire de publicité de ces entreprises. J'ai une expérience, j'ai enseigné aussi. Je me suis bâti comme tout jeune Congolais, mais à un moment, l'arbitraire nous poussait à prendre un chemin contraire à ce qu'on pensait avant. Parce qu'on ne pouvait pas rester silencieux devant l'injustice. J'ai un parcours politique, mais pas dans des partis politiques, parce que j'ai toujours été contre la partitocratie. Donc la prolifération des partis politiques sans idéologie, sans forme, sans rien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, humblement, j'estime que le parti politique, il devait être des universités par excellence, où les jeunes devaient quitter l'université pour aller prendre la gestion pratique de l'État. C'est transformé aujourd'hui à des véritables centres d'abrutissement, où il n'y a aucun débat, il n'y a aucune formation, il n'y a pas de séminaire, on n'organise rien. Vous avez un parti politique où le président se bat pour l'alternance, mais ça fait 30 ans qu'il est le même président de son parti. Mais il se bat pour la démocratie. Vous avez un président qui dit on doit démocratiser le pays, mais quand il décide dans son parti, il ne veut pas être contredit. Vous avez un président d'un parti politique qui, dès qu'il meurt ou il quitte la politique, le parti revient à son fils. Or, le parti politique à l'étranger sont des institutions, sont des patrimoines. Je vous prends le cas du Parti socialiste à Paris. Ce parti est né presque la même période que la Révolution française, mais ce parti vit. Mais quand vous regardez la mort de Gizenga, il n'y a plus de parti. Le parti Palou n'existe pas. Lumumba, qui est notre père fondateur principal, où est l'MNC? L'IDPS ici. Et je vous assure, le morceau de l'IDPS qui existe, c'est le morceau qui a eu le pouvoir. Et ce morceau va disparaître sans transition après le pouvoir. Et je vous assure, ça ne sera même pas un groupe WhatsApp. C'est l'IDPS que vous voyez. Parce que c'était assis sur rien. Pas de projet, pas de vision.
Il n'y a rien. Alors que, moi je crois que notre génération, j'estime que ça peut être l'une des dernières générations que le Congo a. Parce que quand vous regardez, après nous, nos jeunes frères, la majorité sont dans le banditisme, sont dans la rue. La majorité de nos jeunes frères. Et c'est un grand risque que personne ne fait attention. Entre-temps, pendant ces temps-là, nous sommes dans des propos ethno-tribales. Les politiques veulent nous faire croire que moi qui est de Kisangani, un Congolais du Congo central, un Congo n'est pas mon frère ou ma sœur. Si un leader vous dit ça, si vous avez pas un seau, des seaux d'eau, il faut lui jeter, lui renverser. Il faudrait dire, notre force, ce qui fait notre nation, c'est de savoir quitter Goma pour Kinshasa. C'est de savoir quitter Kisangani pour Congo central. C'est de quitter Congo central pour le Maniema pour l'Équateur, le Lubumbashi pour les Kasaï pour le Congo central. C'est ça notre identité. Tous ici, nous sommes les enfants des mêmes parents qui est le Congo. La lutte ici, ce n'est pas la lutte contre qui que ce soit, mais c'est la lutte pour le redressement et les mauvais systèmes. Moi, je suis contre beaucoup de choses. Je suis révolté sur beaucoup de choses. Je suis convaincu que beaucoup de jeunes ici, si on leur donne un travail à faire, ils vont le faire avec l'aide de l'intelligence artificielle. C'est un affaiblissement des cerveaux. C'est un système, c'est le nouvel ordre mondial. Affaiblir pour dominer. Ce sont ces satanistes-là qui développent ces mécanismes et remplacer l'homme par des machines. Et on nous amène, par exemple, le système LMD ici. Sans bibliothèque, sans centre de recherche, sans connexion Internet. Parce que le système LMD, l'étudiant apporte 50%, le professeur amène c'est aussi 50%. L'ensemble crée une formation orthodoxe pour l'apprenant. Mais l'apprenant a quel moyen d'organiser toutes ces recherches? Déjà avec la connexion, il faut oublier. Et ces problèmes de connexion, ici, c'est quand même grave, mais c'est partout. Même à Kinshasa, c'est un problème. Deuxièmement, on n'a pas de bibliothèque. Quand vous allez dans des bibliothèques, dans nos institutions universitaires, il y a plus de TFC et de mémoire. On ne sait même pas renouveler ces bibliothèques. On n'a pas de centre de recherche. Mais on nous amène un système qui nous impose l'utilisation de ces trois outils. C'est un mécanisme d'abrutissement ou carrément d'imbécilisation collective. Pendant ce temps, j'étais en débat avec une dame de l'Union sacrée. Je lui avais posé une seule question, qu'il cite les noms de l'école de la gratuité où elle envoie ses enfants. Une seule école. Je vous assure, aucun dignitaire ni député envoie ses enfants dans ces écoles où il y a la gratuité. Donc, on veut créer une marge pour maintenir un système. On envoie leurs enfants dans de meilleures écoles pour une bonne formation. Nos enfants, on nous pousse à envoyer nos enfants en faisant des campagnes dans des écoles où il y a ni banc, enseignants affamés, non payés, parfois mal payés. Moi, j'ai fait la pédagogie. Un enseignant à l'école primaire ne peut pas prendre en charge, à la limite, au-delà de 50 élèves. Ça, c'est le standard reconnu par l'UNESCO. Pourquoi? Parce que l'enseignant doit maintenir, doit connaître avec exactitude les noms de chaque élève. Un inspecteur derrière, un enseignant qui tâtonne à appeler un élève, cet enseignant doit être renvoyé. Deuxième élément, la leçon à l'école primaire n'est dire que 30 minutes. Psychologiquement, après 30 minutes, le cerveau de l'enfant voit autre chose. Vous pouvez le constater, prendre ton enfant à la maison, mais de jouer, des petits véhicules là, voiture à jouer.
Après moins de 30 minutes presque, il va tourner sur autre chose. Alors pendant ces 30 minutes, l'enseignant doit veiller sur le cahier de chaque élève. Tout ça, une école primaire, il faut dessiner les bâtards. Enseignant pour ça la tour école. Il y a salle. Alors, tu as dessiné bien, tu as dessiné ma bé. Si on dessine ma bé à Simbio dans le Boko, il te fait dessiner. Maintenant, avec une salle de 130 élèves, selon la gratuité amenée par les experts, 130 élèves, une leçon de 30 minutes, 20 minutes d'enseignement, 10 minutes de contrôle. Vous êtes vraiment conscients, sûrs que nos enfants étudient réellement. C'est pourquoi la question, faut tout narabango. Quand vous citez les écoles où il y a la gratuité, où est envoyés leurs enfants? Et si c'est une bonne chose, cette gratuité, pourquoi bango bazoti nabana na bango na gratuité? Parce que babi est bien. Est-ce que bana ba balinga bilo bien te? Pour babi est bien. Comment je peux donner la mauvaise chose à mon enfant, je donne la bonne à l'enfant du voisin? Parce que dans tous les plateaux de télé, ils chantent ça, la gratuité, la gratuité. Mais pourquoi la gratuité et refusent d'envoyer leurs enfants? La maternité gratuite. Vous avez vu les vidéos sur Kilé. Vous pouvez appeler cette salle-là, salle d'accouchement. Un centre de santé de l'État où il y a la maternité gratuite. Parce que lorsqu'une femme va accoucher, il y a tous les risques qu'il faut prendre en compte. Supposons que c'était qu'on devait la suturer simplement. Mais si c'était le césarienne, un centre sans anesthésie. Mais on nous demande d'envoyer nos sœurs, nos mamans, nos femmes là-bas. Ce sont des mouroirs. Donc, pour l'été, vous n'avez pas besoin d'appel. Vous avez besoin simplement de la conscience. Vous n'avez pas besoin d'appel. C'est pourquoi nous nous disons chaque jour que la conscience est le meilleur élément pour élever une nation. Merci. En tout cas, nous allons chuter déjà avec la dernière question. Le monsieur en bretelle là, vous pouvez passer. Posez votre petite question, soyez bref. Nous sommes vraiment talonnés par le temps. Et après ici, il y aura une séance photo. Merci beaucoup. Nous sommes Josué Akoussou, rapporteur du Parlement des jeunes de la Tchopo. J'ai 3 petites questions, dont je commence par: hier, vous, membre de la Lucha, aujourd'hui coordonnateur des mouvements des révolutionnaires. Messieurs, vous, que pensez-vous de vous en 2028, 2033, 2038? Vous sera toujours révolutionnaire interne ou qu'est-ce que vous visez dans ces pays après cette lutte? Ma deuxième question est de savoir, monsieur, vous, qui est votre modèle dans ces pays sur le plan politique et sur le plan de la révolution? Et ma troisième question est de savoir, vous venez de dire, à peine vous êtes à Kisangani, c'est difficile d'être en communication pendant 10 minutes. Et aujourd'hui, vous étant révolutionnaire, nous qui sommes ici, on avait vu l'affiche de votre conférence, c'est pourquoi nous sommes venus. Et j'espère que l'affiche concernant
la marche prévue aujourd'hui pour dénoncer la mauvaise connexion, vous étiez informé. J'allais être très content de voir un révolutionnaire parmi nous au niveau de la poste. Parce que la lutte n'est pas seulement le changement de la constitution ou bien le dialogue qu'on venait de dire. J'allais être vraiment très content de vous voir parmi nous parce que c'est une situation de l'intérêt général. Voilà mes 3 petites questions. Voilà, merci. Nous allons clôturer cette conférence après l'échange, la réponse du coordonnateur. Merci beaucoup. Je commence par la connexion Internet. Je ne pouvais pas être dans 2 endroits au même moment. Je ne pouvais pas être dans 2 endroits au même moment. Donc, vous pouvez comprendre que dans chaque activité, tout le monde ne participe pas. Moi, je suis ici, vous étiez là-bas. J'ai évoqué la question liée à la connexion Internet, donc nous avons fait la même chose. Mon modèle politique, c'est, paix à son âme, le vieux Pierre Lumbi, au Congo. J'aimais son modèle parce qu'il n'était pas un homme de la rue, descendre à organiser des marches. Mais il était vraiment, je ne sais pas si dans ce pays, on aura encore un grand stratège politique comme lui. Je ne sais pas. Dieu voulant, il y a des personnes qui n'arrivent que 50 ans, 60 ans après. Mais ce vieux-là, c'était un grand modèle. Même le mouvement citoyen ici, il a participé dans la pensée de l'organisation. Le vieux Pierre Lumbi. Père son âme, bon, il ne pouvait pas être éternel, c'est à nous de l'honorer en continuant l'œuvre qu'il avait commencée. Sur le plan révolution, moi je crois à beaucoup de personnes. Mais au Congo, je ne trouve pas. Je crois à Thomas Sankara, je crois à Gandhi Makma, je crois à Cheikh Anta Diop, je crois à Kwame Nkrumah, je crois à Martin Luther King Jr., l'évangéliste, je crois à Nyerere, je crois à la lutte de Nelson Mandela, mais mes pensées révolutionnaires plus ce Thomas Sankara. Parce que il était capable de dire ce que beaucoup ne pouvaient pas dire. Malheureusement, il nous a été arraché. Très jeune, il n'avait pas fini à donner ce qu'il avait à donner pour son continent parce que Thomas Sankara ne parlait pas du Burkina Faso ou des Burkinabés, mais dans ses prises de parole, que ce soit dans les tribunes des Nations Unies ou ailleurs, il parlait de l'Afrique. Ma vision à l'horizon 2028, elle est sombre comme l'avenir du Congo. Elle est très sombre comme l'avenir du Congo. Je ne vois pas pourquoi on parlerait des ambitions là où il fait noir. C'est ce qui nous détruit tous. Tous nous pensons être députés, tous nous pensons être ministres, mais nous ne pensons jamais comment se faire sortir ces pays dans ces trous noirs. On pense à être député parce qu'on sait qu'il y a l'argent là-bas. On pense à être ministre, mais à la fin, qu'est-ce que nous écrivons comme histoire? Les ambitions ne manquent pas. Même si l'avenir est une illusion. Hein? Quand vous allez dans des écoles primaires, vous posez la question aux élèves. Chaque enfant, personne ne te dira qu'il sera maçon. Aucun élève te dira que lui, il veut être cordonnier. Ils vont vous dire, moi, je vais être pilote, médecin. Mais au fur et à mesure que les jours passent, il y a des cordonniers qui vont sortir.
il y a des menuisiers. C'est ça l'avenir, c'est une illusion. Mais le plus important, comment donner vie à cette illusion? Donner vie à une illusion, ce n'est pas avoir simplement des ambitions, mais c'est savoir comment donner corps. Je vais citer par cette question qui taraude l'esprit de tous les Congolais sur les immigrés qui vont quitter les États-Unis vers chez nous. Sortez dans les rues. Ça, ce n'est pas simplement pour les fils et filles de Kisangani, c'est pour tous les Congolais. Empêchons tous ces projets macabres. Aucun pays du monde, aucun, ne peut accepter qu'on puisse lui envoyer de personnes majeures, 100 000, 200 000, des gens qui ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, dans un monde englouti par le banditisme et le terrorisme. Si ces gens-là étaient sérieux, pourquoi devraient-ils être déclarés indésirables aux États-Unis? Est-ce que les États-Unis sont censés rester clean, le Congo restera toujours poubelle? S'ils étaient dignes, les Américains allaient profiter de leur main-d'œuvre. Comment les États-Unis peuvent chasser des personnes dignes et les envoyer chez nous? Les États-Unis n'ont plus besoin de main-d'œuvre. Les États-Unis veulent nous envoyer des drogués, des criminels qui quittent le Mexique, le Cuba, tout le monde a film, mais s'ils étaient dignes, ils n'allaient pas être refoulés, renvoyés. Mon cher frère, un citoyen du monde digne est recevable partout. Tout citoyen du monde digne est recevable partout. Pourquoi ils sont dignes, mais les États-Unis leur déclarent indignes? Est-ce que sommes-nous un pays des indignes? Est-ce parce que nous sommes indignes, on doit nous renforcer les indignes? Il faut s'opposer. D'ailleurs, ils vont être installés où? Qu'on nous montre. Nous-mêmes, nous n'avons pas de logements sociaux. Ils ont déplacé les gens qui habitaient Pakadjouma à Kinshasa. Ils n'ont pas trouvé des endroits où les mettre. Ils sont allés les mettre dans une école. Déjà, moins de 20 000 personnes, vous ne savez pas où le mettre. Vous acceptez d'aller prendre 20 000. Quand vous attendez la guerre de l'Est, cette insécurité, c'est à cause de ça. Mobutu avait accepté hasardément comme ça de recevoir les réfugiés, les FDL, les Interahamwe rwandais, en 1994. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on est incapable de résoudre cette affaire. Pendant qu'on se bat à résoudre d'abord la première affaire, on nous crée encore un autre problème. Et c'est une question qui touche à la souveraineté. Tu sais qu'il a posé la question à qui? Ce pays n'est pas un héritage ou un champ de maïs qu'un enfant ou un homme aurait hérité de ses parents. Ce pays appartient à 120 millions d'âmes. Personne, président de la République soit-il, a le droit de décider seul. Mobutu avait décidé seul. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Est-ce que lui-même, tu sais qu'il se rend compte que lui, président de la République, ne peut pas mettre ses pieds à Goma à cause de ses problèmes depuis 1994? Est-ce qu'il ne sait pas que lui-même là, il ne peut pas mettre ses pieds à Bunagana, à Rutshuru, à Masisi, à Bukavu, à une partie de Walikale? Est-ce que lui-même, sa conscience ne lui interpelle pas la situation actuelle? Est-ce qu'il ne connaît pas l'histoire de l'actuelle situation? Des personnes indignes, des drogués, parce que Trump avait dit qu'il faut construire un mur, parce que le Mexique, le Cuba, l'Haïti envoient aux États-Unis des drogués, des criminels, des bandits. Vous avez suivi son speech. Alors, donc, Trump a déclaré des drogués, des kidnappeurs, des braqueurs, des bandits indignes. Nous, les Congos, étant une poubelle internationale, nous acceptons que ces gens-là viennent ici. Tu sais qu'il peut glisser. Il faut le dire. Il peut ou ne pas organiser les élections en 2028. On ne brûlera pas le pays, peut glisser. Mais
ces immigrés ne seront pas ici. Ça, c'est notre souveraineté. L'Iran vient de montrer à la face du monde que la souveraineté ne se vend pas, ne se commande pas, ne se négocie pas. Nous devons nous battre pour notre dignité, notre souveraineté. Cet accord a été conclu quand? Pendant que nous débattons de l'accord de Washington, et ils sont allés conclure un accord en catimini, c'est un accord secret. Alors, tout accord secret, c'est un danger pour un État. Si tu sais que ces hommes sont courageux, ils n'ont qu'à mettre cet accord sur l'immigration sur la place publique. Débattons de ça. Pourquoi ils ont caché cet accord? Ces immigrés vont venir chez nous pour combien de temps? Une année? 10 ans? 20 ans? 30 ans? Est-ce que demain, ils ne vont pas faire les enfants avec nos sœurs? Nous n'allons pas faire les enfants avec leurs sœurs. Demain, ils ne vont pas réclamer leur affiliation comme les Rwandais réclament aujourd'hui. Comment on peut commettre une erreur 2 fois dans un même siècle? Comment? Et vous allez voir des fanatiques aveugles dire qu'il a raison. Mais à cause de l'hospitalité, l'Est n'est plus tranquille, non? Avant les traversées de ces FDLR Interam, il y avait des problèmes là-bas. Ceux qui sont nés avant les génocides rwandais le savent. C'était une zone de paix, tranquille. À cause de Mobutu qu'il avait décidé seul, en oubliant plus de 50 millions des Aïrois. Aujourd'hui,